Nous sommes au cœur d'un petit quartier paisible de Long Island, dans l'état de New York, où se cache une bâtisse qui a vu s'abattre le pire sur une famille avant de devenir le symbole même de l'horreur et du paranormal. Le 13 novembre 1974, 6 membres d'une famille sans histoire sont assassinés. Un drame absolument horrible qui va devenir ce qu'on appelle aujourd'hui la maison la plus hantée des États-Unis. Depuis, des odeurs d'excréments et de sang envahissent les pièces, les murs suintent d'un liquide visqueux, des mouches s'agglutinent dans certaines pièces et des entités vous arrachent de votre sommeil. L'une des familles victimes de ces phénomènes n'aura pas réussi à rester dans la maison plus de 28 jours. Aujourd'hui, je vous emmène dans la mystérieuse histoire de la maison d'Amityville et de sa légende qui fascine depuis plus de 50 ans. Alors Amityville, avant d'être le théâtre d'un drame devenu célèbre dans tout le pays, c'est aussi une petite ville paisible, située à Long Island, dans le comté de Suffolk, dans l'état de New York. Au 112 Ocean Avenue, dans un quartier résidentiel plutôt paisible, situé au bord du canal Amityville Creek, se trouve le célèbre pavillon typiquement américain. Et on est bien loin des clichés de lieux hantés. C'est une grande maison blanche de 3 étages de style colonial hollandais, construite en 1927 et au charme typique de la région. Elle possède 5 chambres, 3 salles de bain, un porche, une cave et un hangar à bateau situé au bord du canal. Ça vous donne envie de l'acheter, non? L'architecture avec son imposante charpente de bois est imposante, mais n'en reste pas moins chaleureuse. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est son toit, qui est en pente, et surtout ses 2 fenêtres arrondies au grenier qui donnent l'impression que 2 yeux vous regardent. Depuis, bien que maintenant son numéro a changé, c'est devenu le 108 pour dissuader les curieux, la maison reste aujourd'hui une véritable légende, en décalage total avec le calme qui règne dans ce très beau quartier. Hantée pour les uns, surexposée pour d'autres, elle continue d'attirer fans et enquêteurs du paranormal. D'ailleurs, le terrain en lui-même semble avoir une histoire particulière qui mêle rituels et pratiques occultes. Une des rumeurs veut que la maison soit construite sur un ancien cimetière amérindien. On raconte que les Shinnecock, une tribu amérindienne de Long Island, enterraient les personnes possédées ou dangereuses. Et puis d'autres évoquent la présence d'un sorcier du nom de John Ketcham qui, après avoir fui Salem, aurait pratiqué des rituels d'invocation pour faire appel à des entités ou des esprits. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'extraordinaire vidéo que j'ai faite avec Gaël Garcia Diaz à Salem, je vous invite à la regarder, elle est disponible sur ma chaîne. Alors il y a eu des rumeurs, des légendes, mais c'est dans la nuit du 13 novembre 1974 que la maison va véritablement basculer dans l'horreur. Alors ce que vous devez savoir, c'est que la maison a connu plusieurs propriétaires depuis les années 1920. Sans histoire sérieuse ni incident connu, et puis en 1965, la famille DeFeo y emménage. Le père, Ronald DeFeo Sr., travaille dans la concession automobile de son beau-père. Sa femme, Louise, est une mère au foyer. Elle élève leurs 5 enfants, Ronald Jr., Mark, John, Allison et Dawn. C'est une famille catholique, très pratiquante. Leur vie est rythmée par la prière et les offices religieux du dimanche. Et puis d'un point de vue extérieur, Ronald Sr., le père, incarne cette rigueur. Il est travailleur, il est généreux, il est poli, il est bien vu dans le quartier. Mais une fois la porte fermée, le patriarche est de nature très colérique. Il est autoritaire, il est même parfois violent, en particulier avec son fils aîné, Ronald Jr. Ronald Jr., qu'on surnomme Butch, est né le 26 septembre 1951. C'est un jeune homme réservé, en surpoids, victime de moqueries à l'école. Il souffre énormément de tout ça, d'autant que Butch est l'aîné de la fratrie. Donc c'est lui qui porte le poids des responsabilités, et c'est celui à qui on demande de montrer l'exemple. Un poids finalement supplémentaire sur les épaules de ce garçon, à l'enfance déjà difficile. Malheureusement, c'est dans le huis clos familial que sa colère trouve un exutoire. À la maison, il est violent avec son père, et quand il n'est pas chez lui, c'est avec le peu d'amis qu'il a qu'il laisse exploser toute cette violence. Inquiet par cette rage qui lui est propre et son comportement de plus en plus instable, ses parents l'emmènent consulter un psychiatre. C'est là qu'il évoque pour la première fois des voix qu'il entend dans sa tête. Il rejette pourtant l'idée même d'un problème, il refuse de parler, il refuse d'ailleurs de suivre un traitement et même de revenir consulter ce psychiatre. Et en pleine crise d'adolescence, la situation continue de se dégrader. Ronald Jr. commence à consommer des drogues dures, de l'héroïne, du LSD, il commence à présenter des signes de paranoïa,
Et un jour, son père lui demande d'aller déposer 20 000 $ en liquide à la banque pour le compte de la concession automobile. Mais Ronald va garder l'argent pour lui en prétextant qu'on aurait voulu lui tendre un piège. Selon lui, tout ça ne serait qu'une manipulation de son entourage pour le faire passer pour fou. Et lorsqu'on lui demande des comptes, il entre dans une colère noire. Il refuse de s'expliquer et il menace même de tuer son père. Ronald Jr. commence aussi à adopter un comportement impulsif. À 17 ans, il est expulsé du lycée pour comportement violent. Et à l'occasion d'une dispute familiale, il essaie même de tirer sur son père. Fort heureusement, ce jour-là, l'arme possède un défaut, ce qui va l'empêcher de tirer. À ça s'ajoutent des troubles du comportement, et même quand il sort avec des amis, eh bien, il peut exploser sans raison. Sa violence devient totalement imprévisible, et personne, ni sa famille, ni ses proches, ne semble capable de le freiner. À la maison, les disputes sont de plus en plus fréquentes entre le père et le fils. Ronald Senior aurait même été jusqu'à frapper son fils si violemment qu'il lui aurait cassé plusieurs dents. Ronald Jr. se sent humilié, méprisé et constamment surveillé. Il parle d'un père qui veut le contrôler jusqu'à ses pensées. À 18 ans, pour l'occuper et peut-être le responsabiliser, eh bien ses parents lui trouvent un emploi dans la concession automobile familiale avec l'ultime espoir qui lui permettra de mûrir et de trouver un sens à son existence. Mais encore une fois, eh bien Ronald Jr. n'en fait qu'à sa tête. Il dépense son salaire dans des armes qu'il collectionne, en alcool et bien sûr, en drogue. Il dort le jour, sort la nuit et de manière générale, eh bien, il vit en décalage avec le reste de la famille. Pire, son salaire ne lui suffit plus. Alors il va commencer à emprunter de l'argent à ses amis, à ses collègues et parfois même à des parfaits inconnus qu'il va croiser dans des bars. Peu à peu, ses dettes s'accumulent. Certains de ceux à qui il doit de l'argent commencent à perdre patience et le menacent. Ronald se sent traqué, sa paranoïa ne fait que grandir et la situation empire jusqu'au point de non-retour. D'ailleurs, vous êtes vous-même arrivé au point de non-retour. Car si vous ne vous abonnez pas à cette chaîne, vous pouvez être certain de développer de la paranoïa, car je viendrai hanter vos nuits. Je vous sors une histoire chaque semaine sur des thèmes étranges et frissonnants. On s'amuse bien, je vous le garantis. Allez, venez. Plus on est nombreux, plus on rit. Nous sommes le 13 novembre 1974, il est 3h15 du matin, comme par hasard, et au 112 Ocean Avenue, tout est calme et silencieux. La famille dort profondément, sauf Ronald Jr. Il a prévu autre chose pour sa soirée. Il descend lentement au sous-sol, il ouvre un coffre et en sort une carabine de chasse de type Marlin, modèle 336, à levier, sans faire un seul bruit. Il avance calmement. Il commence par la chambre de ses parents, il ouvre la porte sans faire de bruit, il vise et tire. Son père reçoit 2 balles dans le dos, sa mère en reçoit autant. Ils n'ont même pas eu le temps d'ouvrir les yeux. Ensuite, il va monter à l'étage, pousser la porte de la chambre de ses frères, John, 9 ans seulement, et Mark, 12 ans. À l'intérieur, il tire 2 fois, 1 balle pour chacun. Il continue ensuite vers celle d'Allison, 13 ans, qu'il abat d'un seul tir en pleine tête. Et enfin, il s'attaque à Dawn, 18 ans, et lui tire 1 balle dans la nuque. En seulement 15 minutes, Ronald Jr. vient d'assassiner 6 membres de sa famille pendant leur sommeil et à bout portant. Tous seront retrouvés couchés sur le ventre. Personne n'a eu le temps de se défendre, personne ne s'est levé et personne n'a essayé de fuir. À 6h du matin, Ronald Jr. prend une douche, il change de vêtements et va travailler comme si de rien n'était. Vers midi, il va commencer à se confier à ses collègues et leur dire que sa famille ne répond plus sur le téléphone de la maison alors que sa mère est censée être chez eux. Et en fin d'après-midi, il quitte le travail et rejoint le Henry's Bar, situé à quelques rues seulement de la maison, et où Ronald Jr. avait l'habitude de se rendre après le travail. Il est environ 18h30 quand il pousse la porte et crie « Il faut m'aider, je crois qu'on a tué mes parents ». La police est aussitôt appelée et quand les agents arrivent sur place, ils découvrent effectivement 6 corps et une maison intacte, comme si le temps s'était arrêté. Et une chose intrigue tout de suite les enquêteurs. Aucun membre de la famille n'a réagi au premier coup de feu. Même les voisins diront ne pas avoir entendu les détonations, alors que l'arme était pourtant bruyante et dépourvue de silencieux. Certains avancent qu'un orage, cette nuit-là, aurait pu couvrir le bruit des tirs, et puis des voisins auraient peut-être entendu quelque chose, mais sans vraiment y prêter attention, étant donné qu'ils vivent dans un quartier qui est réputé pour sa tranquillité. Du côté des victimes, le rapport toxicologique ne faisant état d'aucun somnifère ni de paralysant, il paraît improbable que parents et enfants se soient laissés abattre sans essayer de se défendre.
Les parents ont été tués en premier. Pourquoi est-ce que les enfants n'ont pas été réveillés par les bruits? D'autant que la position des deux féaux, au moment de leur mort, est assez étonnante. Absolument tous, sans exception, dormaient sur le ventre au moment d'être abattus. Une coïncidence troublante qui aurait d'autant plus facilité la tâche du tueur. L'enquête ne va pourtant pas durer très longtemps. Le soir même, Ronald DeFeo Jr. avoue. C'est lui qui est responsable de ce massacre. Mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise, parce que Ronald va changer 5 fois de version. Alors la première fois, il va reconnaître avoir tué ses parents et ses frères et sœurs seul avec sa carabine. Il aurait agi dans un état second, il raconte qu'il n'était plus vraiment maître de ses gestes. La fois suivante, il va raconter que Dawn a tué leurs frères et sœurs et que lui n'a tué que ses parents par rancœur contre eux. Il aurait ensuite tué Dawn en découvrant ce qu'elle avait fait. Finalement, il déclare ensuite que Dawn est responsable du massacre et qu'elle aurait agi avec un complice. Il parle d'un mafieux du nom de Louis Falini à qui il essaie de faire porter la responsabilité des meurtres. Enfin bref, il s'en mêle complètement les pinceaux, et au moment de son procès, il va revenir sur ces différentes versions en admettant qu'il avait menti. Il évoquera à ce moment-là qu'il avait entendu des voix qui lui auraient ordonné de tuer sa famille. Au moment de son arrestation, les enquêteurs n'ont aucun doute. Peu importe la version qu'il raconte, pour eux, c'est clair, Ronald est le seul coupable. La cruauté du crime, dans un quartier aussi tranquille, et l'absence totale d'explications crédibles alimentent évidemment très vite les rumeurs. Et la presse s'en empare, comme ils aiment le faire. Les gros titres parlent de massacres inexpliqués, de possédés du diable, on évoque des voix, peut-être même des forces invisibles, et peu à peu, cette affaire criminelle devient en fait une histoire possiblement liée à une activité paranormale. Au moment de son procès, en octobre 1975, Ronald DeFeo Jr. adopte la schizophrénie comme ligne de défense. Il répète inlassablement qu'il entendait des voix, et en plaidant la folie, il espère éviter la prison à perpétuité. De son côté, l'expert de l'accusation, le docteur Harold Zelan, n'est pas du tout de cet avis. Selon lui, Ronald est parfaitement lucide. Certes toxicomane, instable, mais parfaitement capable de distinguer le bien du mal. Et donc pleinement responsable de ses actes. L'avocat de la défense, William Weber, comprend vite que cette histoire de voix peut être utilisée à son avantage. Ronald DeFeo Jr. parle de voix dans sa tête, d'état de transe, d'influence maléfique. Une histoire pareille pourrait même ouvrir la voie à quelque chose de bien plus lucratif. Et c'est vrai que l'histoire a de quoi choquer. Un garçon de 23 ans qui abat toute sa famille en pleine nuit, à l'époque et dans cette ville, c'est impensable. Si on ajoute à ça une aura démoniaque, ce n'est plus un simple fait divers, mais le terrain parfait d'une histoire à vendre. Le fils aîné des DeFeo est finalement reconnu pénalement responsable par le jury le 21 novembre 1975. Il est condamné à 6 peines de prison à perpétuité, soit une peine de prison par victime. Pourtant, dans l'opinion publique, sachez qu'elle est bien loin d'être terminée. C'est une autre famille, bien des mois plus tard, qui va réveiller cette affaire. Et ce que l'on pensait au départ être l'un des drames les plus marquants de son époque, va faire du 112 Océan Avenue la maison hantée la plus célèbre d'Amérique. Sachez que si vous aimez frissonner avec des histoires comme celle-ci, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur Spotify, ce qui vous permet de les avoir en podcast. George et Kathy Lutz emménagent avec leurs enfants le 18 décembre 1975, soit un peu plus d'1 an après le massacre. C'est un jeune couple marié depuis peu. George a adopté les enfants que Kathy a eus d'une précédente union, à savoir Daniel, Missy et Christopher. C'est en connaissance de cause qu'ils ont acquis la maison au prix très attractif de 80 000 $. Ils savent parfaitement qu'1 an plus tôt, 6 personnes y ont été assassinées, mais ils sont convaincus que le passé de la maison, aussi sanglant soit-il, n'affecterait pas leur vie. Pour mettre les chances de leur côté, et à la demande de Kathy, qui est très catholique, le père Pecoraro est appelé pour bénir les lieux avant l'emménagement. Ce jour-là, le prêtre se rend dans une chambre à l'étage, il asperge les murs d'eau bénite, et il récite des prières, quand soudain, une voix masculine, grave et sur un ton autoritaire, lui ordonne de partir. Pris de nausée, le prêtre sent son visage le brûler comme s'il venait de recevoir une gifle. Il parlera plus tard de démangeaisons intenses sur les mains, d'un malaise profond
et d'une sensation de présence qui n'avait visiblement pas envie qu'il soit là. Il ne va pas terminer la bénédiction de la maison, il va quitter les lieux sans rien dire aux Lutz. De retour chez lui, il tombe malade, il est pris d'une forte fièvre et des cloques apparaissent sur sa peau. Son téléphone semble aussi ne plus fonctionner correctement. Chaque fois qu'il tente de joindre les Lutz, la communication se coupe brutalement et dépassé, il refuse de retourner sur place. Et la famille ne tardera pas, elle aussi, à vivre d'étranges expériences. Dès le premier jour, les Lutz ressentent d'importantes chutes de température. Un froid inexplicable qui semble arriver par vagues, des courants d'air glacé qui traversent les pièces, et ce malgré le chauffage allumé en permanence. Et quelques jours après, certaines pièces grouillent de mouches noires, notamment dans la chambre que le père Pecoraro a dû fuir. Au fil des jours, des odeurs nauséabondes de sang, d'urine et d'excréments semblent se déplacer d'une pièce à l'autre sans que rien ne puisse les expliquer. Ça fait maintenant des semaines que les portes claquent, que des crucifix se retournent, que le chien grogne en fixant quelque chose que personne ne voit. Bref, le top du top. Régulièrement, les objets changent de place sans raison, une substance gluante et verte suinte des murs et des serrures. Georges se réveille toutes les nuits sans raison apparente, à 3h15, l'heure présumée d'ailleurs du massacre des deux Féaux, et à partir de là, son comportement devient de plus en plus étrange. Il se laisse pousser la barbe. Il est distant, renfermé, voire agressif. Bizarrement, il est obsédé par une des cheminées de la maison dans laquelle il dit voir des visages inquiétants. Georges commence à parler de forces invisibles, d'ombres qui bougent dans la maison. Il entend des tambours à la cave et au quotidien, il a l'impression que la maison l'observe. Un jour, c'est au tour de Missy, leur fille, de parler d'une inquiétante entité. Selon la fillette, elle s'appellerait Jody. Elle aurait l'apparence d'un cochon géant aux yeux rouges brillants. Cette créature est d'ailleurs un symbole récurrent dans les récits des Lutz. Elle est décrite comme étant plutôt menaçante, elle apparaîtrait au-dessus du lit de Missy. Elle serait même capable de se métamorphoser. Georges aurait lui-même vu les yeux rouges de Jody à travers la fenêtre de la chambre de Missy. Enfin, c'est au tour de Cathy de subir des phénomènes à glacer le sang. Lévitation dans son sommeil. Elle rêve de scènes de crime très précises qu'elle n'est pas censée connaître. Elle se réveille régulièrement avec des marques rouges sur le corps, semblables à des griffures. Parfois, les enfants et Cathy sont littéralement projetés hors de leur lit, comme poussés par une force invisible. Et tous racontent avoir vu une silhouette noire, massive, descendre lentement l'escalier et avoir senti des mains froides et invisibles les toucher. Le 14 janvier 1976, c'est la nuit de trop. Ce soir-là, Georges essaie une dernière fois de purifier la maison avec de l'eau bénite, mais dès qu'il monte à l'étage, il entend une voix grave lui ordonner d'arrêter. C'est la même voix qu'il avait déjà cru entendre dans le passé, mais cette fois, elle est très claire. De nouveau, vers 3h15 du matin, Georges est réveillé en sursaut. Il est paralysé, incapable de bouger, et il entend des bruits de coups venant de l'étage supérieur. Les lits des enfants semblent cogner contre les murs. Pendant ce temps-là, dans la chambre, Cathy est tirée hors du lit. Une odeur nauséabonde de sang et d'excréments envahit la pièce. Les enfants hurlent dans leur chambre qu'ils ont vu des yeux rouges au pied de leur lit. Le chien, d'ordinaire assez téméraire, se réfugie sous la table en gémissant. Georges dira plus tard qu'il s'est senti encerclé cette nuit-là. C'en est trop pour la famille. À l'aube, ils fuient la maison en laissant tout derrière eux et ils ne reviendront jamais y dormir. Leur histoire se répand dans la région et très vite, la maison du 112 Ocean Avenue devient une curiosité. On veut voir ces phénomènes, on veut les prouver et surtout, on veut les comprendre. Quelques semaines plus tard, c'est le célèbre couple d'enquêteurs Ed et Lorraine Warren qui est sollicité par un journaliste de la chaîne Channel 5. Connus pour leur travail sur des affaires comme Annabelle ou Enfield, ils se rendent sur place en février 1976. Ils seront accompagnés d'une équipe de médiums, parapsychologues et journalistes. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les Warren, je vous invite à la regarder. On a vraiment fait une enquête très minutieuse et on a abordé énormément de choses qui n'avaient encore jamais été dites sur YouTube. Dès qu'elle franchit la porte, Lorraine ressent immédiatement une présence lourde,
oppressante, comme si quelque chose de profondément malveillant occupait encore les lieux. Elle parle d'une entité démoniaque puissante, tapie dans chaque recoin de la maison. Elle est submergée par des visions morbides de la scène de crime et des cadavres des deux féaux. Elle décrit une sorte d'énorme vague comparable à une cascade qui lui a frappé la poitrine et l'a repoussée comme si la maison elle-même voulait la rejeter. Quand elle entre dans les chambres des enfants, une sensation effrayante l'envahit. Il y règne une atmosphère lourde, presque suffocante, et d'après elle, l'esprit malveillant n'est pas humain. Il serait lié à quelque chose de démoniaque, ancien et profondément enraciné dans la terre elle-même. Dans l'espoir de recueillir des témoignages plus précis pouvant aider les enquêteurs du paranormal, George et Kathy Lutz acceptent de se soumettre à une séance d'hypnose régressive. Également connue sous le nom d'hypnose de régression, c'est une technique qui vise à amener une personne à revivre des souvenirs du passé pour en donner tous les détails. Pendant cette séance, George évoque à nouveau une force noire qu'il observe depuis la cave. Kathy, quant à elle, parle de visions de mort et revit ces nuits où elle est étranglée par une présence. Elle voit des scènes de crime, elle entend la souffrance des victimes. Ed, quant à lui, perçoit des ombres et la présence d'une force maléfique au sous-sol. Une entité invisible l'aurait même éjectée au moment d'une incantation. L'un des médiums à qui les Warren demandent de l'aide refuse même de finir la séance. Il est catégorique, ce lieu veut leur faire du mal. Selon lui, il y aurait un portail vers une autre dimension, portail d'où pourrait provenir cette fameuse entité malveillante. Et justement, la cave semble être le point d'ancrage de tous les phénomènes. George Lutz lui-même raconte y avoir entendu des sons de tambour. Les Warren et d'autres médiums décrivent la présence d'un vortex, une sorte de trou énergétique négatif, et selon eux, ce vortex serait lié à d'anciens rituels qui auraient été initiés à cet endroit même. Aujourd'hui, il agirait comme une porte vers l'enfer, ou en tout cas, un lieu où les entités malveillantes se nourrissent de la peur et surtout de la douleur. Une photo prise dans la maison semble en être la preuve. En mars 1976, lors d'une séance menée de nuit et filmée, une photo est prise sur le palier du premier étage. L'image aurait été capturée par Gene Campbell, un photographe professionnel qui faisait partie de l'équipe des Warren. Surnommé le garçon démoniaque, la photo deviendra l'un des éléments les plus célèbres du cas d'Amityville. On y voit le visage d'un petit garçon, à moitié caché par l'escalier, avec des yeux brillants. Ce serait en fait le fantôme de John DeFeo, âgé de 9 ans au moment de sa mort. Sa taille et son visage enfantin semblent cohérents par rapport aux caractéristiques de l'entité. Pour les plus sceptiques, il s'agirait en fait de Paul Bartz, un enquêteur venu prêter main forte aux Warren. Une hypothèse peu convaincante, puisque Paul Bartz est adulte. Or, le fantôme, d'après sa hauteur par rapport à la rambarde, est clairement un enfant. Les Lutz ont d'ailleurs reconnu la silhouette, pour eux ça ne fait aucun doute, il s'agit bien de l'un des enfants assassinés. Depuis une 50aine d'années, la maison d'Amityville continue de fasciner. Elle est devenue un véritable symbole du paranormal et surtout une machine à produire des histoires. La première, c'est celle du livre, The Amityville Horror, publié en 1977. Un ouvrage présenté comme un témoignage authentique qui retrace jour après jour les 28 jours d'enfer vécus par la famille Lutz dans la maison. Dès sa sortie, le livre est un succès fulgurant. Il s'écoule, attention, tenez-vous bien, à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Il devient un best-seller international. Et il ouvre même la voie à une franchise qui donnera plus tard des films, des documentaires et des émissions de télévision. Autant vous le dire, c'est une véritable machine à cash. Mais rapidement, il apparaît que l'histoire a été construite de toutes pièces. Les Lutz auraient discuté avec William Weber, l'avocat de Ronald DeFeo Jr. Ils auraient conclu un pacte financier pour exploiter l'histoire de la maison. Un récit sensationnel aurait alors été fabriqué de toutes pièces avec l'aide de William Weber et la version des Lutz ne serait qu'une exagération du massacre des DeFeo, élaborée à partir d'éléments tirés du vrai dossier d'instruction fourni par l'avocat. Chacun aurait ensuite touché un pourcentage des bénéfices générés, y compris Ronald DeFeo Jr., qui aurait aussi reçu 5%. Jansen lui-même n'a jamais mis un seul pied dans la maison d'Amityville. Il n'a pas mené d'enquête sur place, il n'a interrogé aucun voisin, aucun enquêteur, ni aucun médecin. Tout son travail repose exclusivement sur des bandes enregistrées par George et Kathy Lutz, qui lui ont raconté leur version des faits. L'ouvrage est écrit comme un roman, mais mis en forme comme une histoire vraie. Le but étant évidemment de créer volontairement la confusion
entre réalité et fiction. Il inspirera plus tard, en 1979, un film, puis des dizaines d'adaptations, remakes, spin-off. Missy Lutz, la fille de Cathy et George Lutz, est restée très discrète au fil des années. Ses apparitions médiatiques sont rares, mais lorsqu'elle s'exprime, elle parle surtout de son vécu personnel, bien loin du sensationnalisme. Elle reconnaît avoir vécu des moments effrayants dans la maison, sans pour autant valider toutes les histoires paranormales qui l'entourent. Lorraine Warren, quant à elle, a souvent rappelé dans ses livres et dans ses conférences que le 112 Ocean Avenue restait pour elle un des lieux les plus puissants qu'elle ait jamais étudiés. Elle en est certaine, une énergie maléfique profonde habite cette maison. George Lutz, de son côté, a toujours maintenu sa version. En 1979, soit 4 ans après les faits, il accepte même de se soumettre à un test au détecteur de mensonges dans l'espoir de faire taire les rumeurs de supercherie. L'examen est mené par un certain Chris Gugas, un ancien président de l'association américaine des polygraphistes, mais aussi un proche du couple. George répond à plusieurs questions sur les phénomènes vécus dans la maison et les résultats sont jugés fiables. Il n'aurait montré aucun signe de mensonge. Mais cette tentative de validation ne convainc pas tout le monde. D'abord parce que le test n'était pas indépendant, Chris Gugas est effectivement un polygraphe professionnel, mais il est aussi et surtout un proche du couple Lutz. C'est d'ailleurs George lui-même qui aurait sollicité cette expertise dans un cadre privé, sans aucun contrôle extérieur, ni validation par une personne neutre. Autrement dit, le test a été commandé, encadré et interprété dans un environnement favorable, ce qui limite considérablement sa valeur. Ensuite, parce que les détecteurs de mensonges eux-mêmes ne font pas l'unanimité. Ce type d'examen est souvent utilisé à des fins médiatiques, mais il n'est pas reconnu comme preuve scientifique devant les tribunaux. Si George a bien tenté de prouver sa sincérité, le contexte du test, son interprétation et ses objectifs médiatiques posent quand même quelques questions. Le 112 Ocean Avenue continue de fasciner au fil des années. Au fil des décennies, la maison a changé plusieurs fois de propriétaire, elle a été rénovée, ses murs ont été repeints et son intérieur remis au goût du jour. Son adresse a d'ailleurs été modifiée pour passer du 112 au 108 Ocean Avenue, pour essayer de dissocier le lieu de sa sinistre réputation, mais malgré tout, la demeure continue d'alimenter la fascination et la controverse. Pourtant, entre 1976 et aujourd'hui, la maison a connu plusieurs familles qui y ont vécu sans le moindre incident paranormal connu. Certains anciens propriétaires, lassés des intrusions et des accusations, ont même intenté des actions en justice contre les anciens habitants ou certaines personnes un petit peu trop curieuses, en les accusant d'atteinte à la vie privée ou d'exploitation frauduleuse de la légende à des fins financières. Et si vous aimez les histoires de maisons hantées, allez voir ma vidéo sur la maison aux 200 démons.